Eh bien, bonjour et bienvenue sur notre webinaire qui a pour thématique la filière automobile en pleine mutation. Quels défis, opportunités pour les candidats et les professionnels? Donc, nous sommes ensemble pendant 45 minutes. Très heureux d'être avec vous et nous allons essayer avec nos différents intervenants de répondre à différentes thématiques. Quelles sont les tendances et les évolutions technologiques de cette filière? Quels sont les impacts sur les métiers de cette mutation? Quelles sont les opportunités professionnelles à saisir? Et je suis très heureux d'être accompagné de 3 intervenants de prestige. Je vais démarrer honneur aux femmes avec Dana Lecoq qui est chargée de mission à l'ARIA. On a effectivement le plaisir d'avoir Alexandre Corjon qui est Executive VP Innovation et Software de chez Plasticonium. Et pour finir, on a Xavier Delanglès qui est responsable talent régional de chez Manpower. Donc, 3 intervenants qui vont avoir 3 angles différents pour répondre à ce challenge-là. Et j'espère que vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations extrêmement riches sur ce sujet. Peut-être, Alexandre, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez préciser en quelques mots Plasticonium, son champ d'intervention, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler justement de ces nouveaux métiers dans la filière automobile. Donc, Plasticonium en quelques mots. Plasticonium est un équipementier de rang 1 automobile. C'est un groupe français mais déployé à l'international. Nous sommes présents dans 28 pays avec 150 usines, environ 40 000 employés. Et nous développons des produits et solutions qui concernent les pare-chocs, la partie réservoir, la partie module de bloc avant, mais aussi de l'hydrogène pour des réservoirs haute pression et des piles à combustible, de l'éclairage automobile, extérieur et intérieur, et enfin, nous contribuons au développement des chaînes de traction électrique avec, partant de la batterie et jusqu'à l'électronique de puissance. Nous avons 93 clients qui sont à la fois des constructeurs plus traditionnels et les nouveaux venus dans le monde automobile. Donc, enchanté d'être là. Merci beaucoup, Alexandre. C'était important d'avoir ce petit éclairage parce que justement, ça va nous permettre d'appuyer un peu votre angle et votre retour d'expérience sur cette filière. Justement, je trouve que c'est intéressant avant de développer notre échange. Est-ce que vous avez la possibilité, Alexandre, de nous faire une sorte on va dire de point d'étape, un état des lieux du contexte de la filière, parce que c'est une filière qui a eu pas mal de turbulences et ça serait, je pense, intéressant pour tout le monde de nous rappeler un petit peu ce contexte un peu historique quand même. Oui, l'industrie automobile est en fait une industrie qui est habituée aux crises. En fait, c'est une industrie qui est très cyclique. Mais la période actuelle est une période exceptionnelle. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est en bas de l'écran, contrairement à certains secteurs, d'autres secteurs industriels, le rebond est moins rapide dans l'industrie automobile. Et ce, pour différents facteurs. Premièrement, nous avons une chaîne d'approvisionnement qui est très internationale. Et le fait que la gestion de la crise du Covid soit réalisée de manière différente d'un pays à l'autre, ça a conduit à désynchroniser cette chaîne d'approvisionnement et ça a conduit à une autre crise, la crise des semi-conducteurs. Cette crise de semi-conducteurs a conduit nos clients à prioriser la fabrication des véhicules et donc nous voyons une baisse de volume contrairement à ce que l'on aurait pu espérer juste après la crise du Covid l'année dernière. Et un autre facteur en Europe, un peu plus spécifique, qui est bien sûr la guerre en Ukraine, qui a eu un léger impact sur la production, mais aussi, j'allais dire, la difficulté de convergence de la réglementation européenne entre l'Euro 7, la politique vers le véhicule électrique, qui crée un climat de méfiance pour les consommateurs. Si bien que ce que vous voyez sur la courbe, c'est quand même quelque chose d'extrêmement encourageant, avec une croissance qui est revenue partout dans le monde, avec peut-être un bémol en Europe, et un niveau de production de véhicules qui va revenir au niveau avant crise Covid en 2024. Alors là, effectivement, il y a eu quand même
par rapport à ce que vous dites, effectivement, quelques turbulences, mais c'est en train effectivement de s'améliorer et la projection est plutôt extrêmement positive. Donc ça, c'est important de refaire un point sur ce contexte. Dana, je me permets, avant de vous donner la parole, peut-être en profiter pour faire une petite présentation de l'ARIA. Avec plaisir. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, l'ARIA, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1996 par Renault et Peugeot dans le but d'accompagner les entreprises industrielles automobiles afin de garantir la compétitivité de la filière. Et nous accompagnons les industriels de l'automobile, donc environ 230 adhérents, sur différents champs d'action, stratégie, formation, innovation et bien d'autres. Parfait. Alors, quand on a préparé ce webinaire ensemble, je pense qu'il était aussi important aussi pour l'ensemble des personnes qui nous suivent et qui découvrent ou souhaitent redécouvrir cette filière en pleine mutation. Je pense que c'est très important de nous partager quelques chiffres clés pour voir un petit peu notre zone de jeu Europe et France sur des éléments importants au niveau des acteurs et de l'emploi. Effectivement, donc je vais vous présenter la slide affiche. Donc avec plus de 12 millions de personnes, donc 5,6 du total des employés au sein de l'Union européenne qui travaillent aujourd'hui dans le secteur de l'automobile ou dans les industries c'est rapportant à travers l'Europe et produisant 15 millions de véhicules par an en moyenne. L'industrie automobile reste toujours le fournisseur majeur d'emplois pour les citoyens européens et ainsi qu'une source majeure de revenus pour les gouvernements. Si on passe du coup, au niveau de la France, on retrouve 13 sites constructeurs, dont une majorité plutôt dans le nord, et s'ajoutant en plus de cela près de 4000 entreprises industrielles représentant donc 400 000 emplois, plus de 400 000 emplois, pour un chiffre d'affaires de 250 milliards d'euros. Alors, j'en profite pour rebondir, c'est que ce webinaire arrive aussi au moment où Manpower Group a réalisé un livre blanc sur la mutation de cette filière. Et je voulais confronter une information qui était intégrée dans cette étude d'Anna en précisant que le secteur automobile, c'était l'une des premières filières qui déposait dépositaire de brevets au niveau de l'innovation. Ça, c'est quelque chose dans vos données, j'imagine, Alexandre également, c'est quelque chose qui appuie le fait que en France, on a cette dynamique-là et c'est vraiment propice dans l'innovation. Effectivement, il y a beaucoup de centres de recherche et de développement dans les Hauts-de-France. Principalement dans la partie Hauts-de-France. Et au niveau bassin d'emploi, fort au niveau du secteur, au niveau national, vous avez les Hauts-de-France, vous avez d'autres points en vision complémentaires? Alors, je ne les aurais pas là sous Non, mais c'était en complément, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je pense que on a une vision des chiffres clés que vous nous avez transmis, une partie du contexte qui est intéressante. Peut-être une double question pour vous, Alexandre. Est-ce que vous avez la possibilité de nous faire aussi un petit point sur comment se porte l'investissement R&D au niveau peut-être mondial ou européen, et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est les tendances au niveau de l'innovation, parce que ça n'arrête pas de bouger. Tout à fait. Comme je vous l'ai vu tout à l'heure, l'industrie automobile se porte bien et a été au cœur en fait de plusieurs transformations qui sont extrêmement importantes et qui sont soutenues par des innovations essentielles pour ces développements. On peut commencer, et ce que vous voyez sur l'écran, alors désolé, c'est en anglais, mais nous sommes une industrie internationale. Le premier point, c'est évidemment la transition énergétique avec un focus sur tout ce qui va être zéro émission, électrification. Et cette électrification doit s'entendre à la fois sur la partie hydrogène, mais aussi sur la partie batterie. Et nous voyons de nombreux développements qui vont faire évoluer ces technologies dans les prochaines années. Ce sont des technologies qui sont disponibles aujourd'hui, mais qui vont continuer à être améliorées. La deuxième partie, alors excusez-moi, je pense que il y a un mouvement inconsidéré. On va y revenir. La deuxième partie concerne en fait des véhicules qui deviennent de plus en plus intelligents
et connecté. Quand on dit intelligent, comme la plupart des produits que nous utilisons, le logiciel prend une part prépondérante. Et c'est un produit qui évolue vers un usage avec une capacité d'upgrade, de modification pendant la vie de ce produit. Le troisième élément qui est très important pour tout un chacun, c'est le fait que les véhicules deviennent de plus en plus autonomes, mais aussi de plus en plus sûrs, ce qui permet de réduire la mortalité sur les routes. Et enfin, le dernier point, les véhicules ont tendance à continuer à être uniques pour chacun des individus qui vont le conduire. Et c'est un véhicule qui va devenir un compagnon digital qui s'intègre dans la vie de tout le monde. Et pour faire cela, il faut bien se rendre compte que les sociétés du secteur investissent entre 5 et 12% de leurs revenus dans la recherche et développement afin d'amener plus de maturité, plus de confort, plus d'identification aux utilisateurs. Et on voit aussi des groupes comme Google, Microsoft, Amazon ou des fabricants de semi-conducteurs comme Samsung ou Qualcomm qui investissent des moyens extrêmement importants pour amener leurs solutions dans le monde de la mobilité qui est pour eux le futur secteur de développement pour leur industrie. Merci beaucoup Alexandre sur ces précisions. Alors, je rebondis pour une petite question complémentaire, c'est-à-dire qu'effectivement, Manpower Group a réalisé un livre blanc et donc différentes études qui seront tout à fait disponibles et téléchargeables pour les personnes qui suivent notre webinaire. Mais effectivement, en 2022, d'après les études et les informations de l'Observatoire qu'on a pu avoir, en 2022, l'investissement au niveau R&D a été en baisse de façon drastique par rapport au contexte. Et là, c'est vraiment en train de s'accélérer extrêmement fort. La courbe de l'investissement a vraiment été exponentielle de ces dernières années et que ça va continuer encore fort dans ce domaine-là. Tout à fait. En fait, ce que je disais en introduction dans le contexte, on voit que la réglementation européenne qui a des difficultés à devenir quelque chose de concret a sûrement conduit les différentes sociétés et groupes à réfléchir où mettre l'argent afin qu'il soit le plus efficace possible. On ne peut pas aborder tous les sujets à la même vitesse continuellement et donc il y a forcément des priorités qui sont données à certains points. Chez Plasticomium, l'hydrogène a été depuis longtemps l'un des facteurs clés pour l'investissement et le développement des nouvelles technologies. Mais on voit qu'en 2022, nous avons investi aussi dans d'autres domaines complémentaires afin de continuer à rajouter de la valeur et d'offrir des solutions beaucoup plus intégrées à nos clients constructeurs. Donc, c'est ces choix qui sont faits par tous les acteurs du secteur industriel automobile qui conduisent à ce panorama. Et on voit ce rebond se matérialiser continuellement avec un fort investissement dans ces domaines d'avenir qui sont donc cette électrification, la connectivité, le logiciel et la sécurité et bien sûr la personnalisation du véhicule. D'accord, ça marche. Merci beaucoup Alexandre. Dana, est-ce que vous pouvez aussi nous décoder? Je sais que l'ARIA, vous avez beaucoup de données, beaucoup d'études, beaucoup d'informations un peu prédictives, et ça serait bien que vous puissiez un peu nous décoder le mix énergétique, et puis que vous puissiez nous préciser et démocratiser cette grille de lecture afin de nous donner un peu les tendances et justement comment ça va évoluer avec justement le pack mix avec les énergies actuellement en développement. Pas de souci. Alors, très rapidement, hein, vous pouvez voir à l'écran du coup la norme européenne Fit for 55 qui porte du coup le mix énergétique vers le véhicule électrifié pour 2035. Donc, nous parlons ici de production. Le marché de l'occasion permettra toujours la vente de véhicules thermiques, par exemple. Voilà, très rapidement sur le mix énergétique. Ça marche. Merci. En tout cas, dans ce que nous avons pu entendre aux prémices de ce webinaire, en tout cas, le contexte était un petit peu, on va dire, noir et au niveau de l'automobile, et effectivement, il est en train effectivement de remonter. Et en fait, les deux leviers forts de ce que je comprends, c'est d'un côté l'innovation
et de l'autre côté, l'accompagnement, la formation sur la compétence et la transformation des métiers. Et c'est ces deux leviers qui vont permettre de développer cette approche. Justement, Xavier, pour faire le lien entre ce que précisait Dana et Xavier sur l'innovation, l'investissement, les grandes tendances technologiques, la digitalisation et puis cette redistribution de cartes avec les normes européennes, c'est important d'avoir votre regard sur l'impact de l'innovation sur les métiers. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, côté emploi, c'est vrai que ce tournant électrique, notamment, il ouvre la voie à la transformation de métiers actuels et à la création de nouveaux métiers. Concernant particulièrement la production automobile, on a l'alliance de métiers de production avec des métiers, par exemple, de l'électricité, comme des métiers d'électricien en maintenance automobile ou encore de mécanicien électricien. C'est vraiment des métiers qui sont émergents à l'heure actuelle. On a le sujet des batteries également dans l'automobile et il y a également un impact sur ce qu'on appelle communément maintenant l'économie circulaire qui va ouvrir aussi des opportunités dans ce domaine. Et puis demain, avec les véhicules connectés, les compétences autour de l'intelligence artificielle, la data, la maîtrise de la data, vont être également des atouts pour les futurs candidats qui souhaitent s'intéresser à ce secteur d'activité. Donc le contexte est quand même extrêmement favorable pour avancer et sur comment accompagner les métiers. Justement, Xavier, comment Manpower justement peut accompagner les entreprises, les clients sur cette transition professionnelle et sur les formations? Quels sont les angles ou les solutions à disposition pour répondre à ce besoin? Alors, c'est vrai qu'il y a, là, on se projette sur les métiers de demain, sur des compétences recherchées demain, et avec des parcours de formation qui sont possibles et accessibles pour beaucoup de candidats intéressés par cette filière. Mais si on s'arrête là sur le présent, il y a déjà beaucoup d'opportunités qui existent, et je dirais pour tous les candidats, avec ou sans expérience dans le secteur d'activité et qui ont envie d'y faire un petit bout de chemin. Là où actuellement plus de 90% des employeurs expriment des difficultés à recruter, bien évidemment, le secteur automobile n'y échappe pas. Et donc, pour y répondre, chez Manpower, on crée des solutions pour accompagner ces transitions, donc vers ces métiers de demain, mais vers les besoins d'aujourd'hui également. Et puis, pour développer l'employabilité des salariés de la filière automobile et ceux qui sont attirés, encore une fois, par cette filière, même sans expérience ou avec juste une première expérience dans le milieu industriel. Ça marche. Et justement, est-ce que vous pouvez développer le côté MyPass, le côté solution RH sur ce sujet, qui est une solution possible? Tout à fait. Alors, on a effectivement chez Manpower un programme qui s'appelle MyPass, agent des talents, qui est basé en fait sur une relation approfondie entre un agent, un collaborateur Manpower qui travaille en agence, et son talent, et qui permet d'accompagner des parcours dans la durée. Donc, de faire évoluer les compétences d'aujourd'hui du candidat, du talent, qui est accompagné vers les compétences qui seront requises demain. Pour être vraiment concret par rapport à des besoins actuels, sur la région Grand Est, par exemple, il y a des opportunités avec une première expérience dans le milieu industriel, par exemple, sur des recrutements de conducteurs d'installation, sur des longues missions, sur des parcours de formation qualifiés et adaptés. Ou alors sur des profils un peu plus diplômés en électricité ou en maintenance, sur des postes de mécanicien de maintenance. Bon, je sais que Patrice vous rappellerait ce numéro à la fin du webinaire, mais si vous êtes intéressé en tant que candidat, là tout de suite, c'est très simple, connexion à manpower.fr ou même encore mieux, on met à disposition, grâce à ce webinaire aujourd'hui, un numéro dédié, donc c'est le 03 61 26 36 60, vous le retrouverez dans la page d'accueil de ce webinaire, où vous pouvez vous connecter, téléphoner et je dirais en savoir plus sur ces recherches. Il y a près de 2000 postes là au niveau national qui sont à pourvoir dans l'industrie automobile actuellement. Et donc pour revenir à MyPass, cette nouvelle approche donc développée par Manpower pour attirer, recruter, accompagner des candidats, elle est vraiment destinée à réduire cette inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi, hein. Je parlais tout à l'heure de la tension qui est donc affichée par les entrepreneurs, par les entreprises pour trouver des candidats. L'objectif, c'est vraiment de proposer des trajectoires
mais surtout de développer une réelle relation de confiance avec nos talents. Alors, sur la partie justement agents de talent, quelle est la volumétrie? Il y a combien d'agents de talent chez Manpower, leur mission pour appuyer cette démarche d'accompagnement? Alors, dans la mesure où chaque talent dispose d'un référent en agence, ou plusieurs, ils sont au nombre chez Manpower, à l'heure où on se parle, de 2000 chez Manpower, dispersés sur le territoire national. Donc, il y en a forcément un près de chez vous, puisqu'on a plus de 650 agences qui sont réparties sur ce territoire national. Il y a forcément un agent de talent qui est à proximité et dans l'agence à proximité de chez vous. Chacun de ces agents, grâce à une connaissance pointue des bassins d'emploi, est en mesure de proposer des parcours adaptés aux talents en fonction des opportunités sur ce même bassin. Et vraiment, l'objectif, c'est de construire une relation gagnant-gagnant, de se faire rencontrer les besoins des entreprises avec les souhaits, les opportunités pour les talents. C'est vraiment une démarche dans cette solution, c'est vraiment une démarche qui permet justement de valoriser l'approche candidat et l'approche client dans l'engagement et dans l'investissement à long terme sur des parcours de formation justement pour fidéliser, monter en compétence les collaborateurs. Tout à fait. C'est vraiment l'objectif de capitaliser sur également ce que sont, alors pour employer un terme très courant actuellement, ce sont les soft skills des candidats qui vont vraiment faire la différence, d'aller travailler autour de la fiabilité, de l'esprit d'équipe, de l'envie d'apprendre, qui vont être de plus en plus des qualités qui vont être recherchées par les recruteurs et par les agents de Manpower. Merci Xavier pour ces précisions. Alors je sais que Xavier, vous êtes localisé dans les Hauts-de-France. Je sais aussi que Dana, vous êtes également localisé dans les Hauts-de-France et vous avez précisé que ce bassin d'emploi est vraiment quelque chose d'extrêmement stratégique et justement très riche au niveau activité, emploi. Est-ce que justement on peut avoir votre expertise régionale sur cette filière que vous pouvez nous développer? Avec plaisir. Donc en Hauts-de-France, on retrouve 7 sites constructeurs, donc 3 Renault, 3 Stellantis, 1 Toyota, mais également toute la partie équipementier, centre de R&D, sous-traitants, qui représente plus de 500 entreprises. Et c'est donc 56 000 emplois en Hauts-de-France, dont 6 000 liés à la recherche et au développement. La région a été d'ailleurs choisie pour accueillir les 3 Gigafactories, donc première de France. Donc ACC, Automotive Sales Company, donc à Billy-Berclos, qui démarrera cette année. Envision AESC, donc à Douai, qui démarrera l'année prochaine. Les bâtiments sont en construction sur une ancienne passerelle de Renault. Et puis Vercors à Dunkerque, qui démarrera en 2025. Donc j'ai juste pour illustrer rapidement, pour illustrer, les Gigafactories produisent en fait des cellules qui sont dans un module. Donc c'est assez technique, hein, mais pour illustrer, qui sont ensuite du coup intégrées dans un pack batterie, ce qui forme le bac batterie. Et l'assemblage peut s'effectuer du coup chez les constructeurs. Je me permets de rebondir pour une question pour Alexandre, parce qu'on est dans une zone de jeu intéressante pour vous. La filière électrique et ses innovations, c'est une opportunité. Alors, je sais que vous réfléchissez, le secteur réfléchit à d'autres angles de réflexion, mais pour vous, l'impact de ce développement dans cet angle des batteries, etc., c'est intéressant au niveau investissement, c'est une volumétrie importante d'innovation. Vous pouvez compléter par rapport à l'élément de Dana? Oui, j'ai différents éléments de réponse. Alors, nous avons investi l'année dernière, nous avons racheté une société à Toulouse, donc pas dans la région Hauts-de-France, qui fait ce type de développement pour tout ce qui est camions, bus et trains. Et donc, ça a servi de base à une nouvelle unité business chez Plastic Omnium, mais aussi dans notre centre d'Alphatech à Compiègne. Nous avons transformé une partie des développements qui étaient réalisés dans ce centre, un centre initialement prévu pour tout ce qui était réservoir et mécatronique associée. Et là, maintenant, on a un Green Mobility Lab qui sera inauguré officiellement très prochainement
et dans lequel on va réaliser ce genre de développement, c'est-à-dire de l'assemblage de cellules qui vont devenir des modules, des packs. On développe aussi des battery management systems que vous voyez en haut de l'image, qui viennent piloter à la fois la décharge et la charge de ces éléments et qui contribuent de manière essentielle à la longévité d'une batterie et son efficacité énergétique. Et donc, ce sont des domaines qui sont extrêmement importants pour nous aussi en termes d'investissement et en termes d'exemplarité sur la transformation de personnel vers ces métiers d'électrification. Donc, on peut payer un très fort tribut à ces personnes qui ont su évoluer d'un métier plus ancien vers ce métier électrique et l'amener maintenant aux constructeurs des solutions qui sont tout à fait innovantes dans ce domaine. Et je citerai pour référence une société, une start-up de technologie avec laquelle on travaille, qui est aussi dans la région nord, enfin Hauts-de-France, et qui développe une chimie basée sur du sodium. Donc, il ne fait plus appel à des matériaux rares et qui sont actuellement de plus en plus difficiles à extraire et qui deviennent extrêmement chers et qui vont offrir une alternative à ces packs batteries. Et donc, ce sont des domaines où la recherche, l'innovation, mais aussi le développement sont de plus en plus importants. Merci pour ces précisions complémentaires. Comme ça permet effectivement d'imbriquer les deux angles avec ce retour d'expérience régionale et votre vision nationale avec la partie investissement. Xavier, justement, pour compléter sur votre démonstration des solutions sur MyPass pour accompagner, investir sur les talents, être aligné et accompagner au mieux les entreprises pour toujours avoir de la fidélisation et des talents par rapport aux compétences associées aux besoins. Est-ce que vous pouvez développer, parce que dans le programme MyPass, j'ai pu voir une partie CDI intérimaire. Est-ce que je pense que ça vaut peut-être un petit peu le temps de développer un peu cette approche pour préciser un petit peu le bénéfice et également ce type de contrat? Oui, effectivement. Alors, on l'a vu, effectivement, travailler avec Manpower, c'est avoir une opportunité de bénéficier d'un agent, mais c'est aussi la possibilité, comme vous le dites, de bénéficier, d'accéder, de signer rapidement un CDI intérimaire qui vous permettra, en fait, ce contrat, ce CDI intérimaire, vous permettra de bénéficier des avantages du CDI tout en ayant la possibilité de diversifier un maximum d'expérience dans différentes entreprises sur le bassin d'emploi dans un secteur donné, hein, puisque bien évidemment l'objectif c'est que ce contrat soit complètement en phase avec vos besoins sur le bassin, avec le besoin des entreprises, tout en bénéficiant d'un avantage contractuel qui est le contrat à durée indéterminée. Donc, à savoir, dans le cadre du CDI intérimaire, ça va être de bénéficier de revenus mensuels garantis ou encore de bénéficier de congés payés qui peuvent être posés. Donc ça, c'est pour le CDI intérimaire. Il y a d'autres avantages également qui peuvent être accessibles, soit sur des missions de travail temporaire et également, dans certains cas, dans le cadre du CDI intérimaire, c'est avoir d'autres avantages qui sont accessibles via le travail temporaire, comme un compte épargne-temps qui va vous permettre de placer des indemnités de fin de mission ou d'autres primes, dans le cadre du CDI intérimaire notamment, et de les faire fructifier avec un taux d'intérêt intéressant à 8% en l'occurrence. Et puis d'autres avantages qui sont liés au CSE, au CSEC, au FAST-TT, au Fonds d'action social du travail temporaire, qui va permettre de faciliter la vie des intérimaires au quotidien, de leur apporter des services supplémentaires, également la possibilité de récompenser, je dirais, la fidélité dans la durée de nos candidats par des primes de cooptation, dès lors qu'ils vont nous mettre en relation avec de nouveaux candidats qui seront également d'autres, de futurs talents de demain. Merci Xavier. Alors, par rapport au retour d'expérience des différents agents des talents, mais aussi auprès de nos différents clients et partenaires, en fait, cette filière automobile, elle a plusieurs défis. Effectivement, il y a un défi d'accompagnement des talents, de la formation, mais cette filière, elle est aussi confrontée à un manque d'attractivité ou on pourrait dire une fausse image du secteur. C'est-à-dire,
excusez-moi du vocabulaire un petit peu familier, mais effectivement, peut-être qu'il y a quelques personnes, candidats, personnes qui connaissent un peu mal cette filière et peut-être restent encore sur une image un peu poussiéreuse il y a des opportunités, mais sur des postes qui peuvent être un peu sales, avec de l'huile, on va dire un peu dégradant, alors que, comme vous avez pu constater entre ce qu'a présenté Alexandre sur l'investissement, l'innovation, plus d'Anna sur les chiffres de l'emploi qui sont assez conséquents au niveau, puisque en France, on parlait de plus de 400 000 emplois de mémoire sur les chiffres que vous avez présentés. Il y a ce côté, effectivement, manque d'attractivité, peut-être pas le réflexe, alors que cette filière est complètement en pleine mutation et en innovation. Question naturelle pour vous, Alexandre, est-ce que vous pouvez casser ce préjugé et nous donner des exemples justement que c'est une filière qui est très très loin de cette image un peu poussiéreuse ou un peu sale, huile, salopette, cette image d'Épinal, et on est sur quelque chose de beaucoup plus normé là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, je souriais en vous entendant, parce qu'en fait, une usine, c'est un bijou technologique aussi. En fait, on a toujours tendance, lorsqu'on parle d'innovation, de parler d'innovation produit, mais dans les domaines pour lesquels on a besoin d'agir aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi besoin d'une innovation au niveau process pour la fabrication de ces produits. Si je prends l'exemple de l'hydrogène, qui est pour nous extrêmement important, la partie enroulement filamentaire qui vient renforcer le réservoir en lui-même, ou tout ce qui va être en fait les résines utilisées, sont des éléments qui permettent d'avoir une efficacité lors de la fabrication. Si je reviens sur l'usine, nous avons annoncé en novembre l'année dernière la création de la plus grande usine en Europe pour la fabrication de réservoirs à haute pression pour l'hydrogène, qui sera installée dans la région de Compiègne. Il y a tout un cheminement de cette fabrication de cette usine qui va être faite en simulation pour vérifier l'efficacité des différents postes, vérifier le flow entre les différents éléments. On voit l'apparition aussi de robots ou de ce qu'on appelle des cobots, qui sont en fait des robots qui collaborent avec un être humain. Il y a de la réalité augmentée aussi qui permet de vérifier l'ergonomie d'un poste de travail, et puis tout ce qui va permettre la connectivité, le déploiement de réseaux haut débit basés sur la 5G, qui permettent donc d'avoir des machines connectées qui remontent des informations en temps réel, qui permettent à la fois d'améliorer l'efficacité en termes de production, mais aussi l'efficacité en termes d'énergétique. Parce qu'il y a un point extrêmement important, on ne peut plus concevoir une usine comme on le faisait auparavant. On doit chercher d'avoir la meilleure performance énergétique pour réduire l'empreinte carbone et d'avoir la volonté d'atteindre une neutralité carbone sur cette usine et cette entité. La plupart des usines de Plasticomnium font un effort pour installer, lorsque c'est pertinent, des panneaux solaires ou des éoliennes qui vont venir amener une énergie qui est spécifique. En résumé, une usine, c'est un outil, un bijou de haute technologie qui permet à chacun d'exprimer. Donc, nous avons besoin aussi de différents types de profils. Nous avons bien sûr besoin de personnes qui vont aider à la production, mais aussi des personnes qui vont aider à concevoir, à faire ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui permettra d'obtenir la meilleure efficacité pour la production de nos réservoirs dans le futur. C'est vrai pour les réservoirs, mais c'est vrai pour l'électronique, c'est vrai pour les pare-chocs, c'est vrai dans tous les domaines dans lesquels nous intervenons. À chaque fois, nous cherchons à mettre en avant les dernières technologies dans les usines afin d'être les plus efficaces possibles. C'est quand même cette prise de témoignage, Alexandre, elle est extrêmement importante parce qu'on est très très loin de ces images un peu décalées, justement, où les sites de production, ils ont des normes, ils ont des investissements extrêmement colossaux
pour la performance, pour le bien-être effectivement des collaborateurs et puis pour une émission énergétique la plus maîtrisée possible, surtout en ce moment avec le coût de l'énergie. Donc ça c'est très important que vous puissiez appuyer cette démarche. D'ailleurs, peut-être aussi, Dana, une vision aussi régionale sur cet angle-là de cette image peut-être, on va dire, un peu biaisée de la filière. Et qu'est-ce que vous pouvez nous communiquer, partager là-dessus pour préciser justement que c'est tout le contraire? Alors, ce que je propose, c'est de faire un peu d'histoire, de revenir un peu en arrière sur les différentes révolutions qu'a pu connaître l'industrie. Donc, les économistes et historiens s'accordent pour situer la première révolution industrielle entre 1780 et 1810, avec l'extraction massive du charbon et l'exploitation de la machine à vapeur. Oui. La seconde, entre 1870 et 1910, avec un important développement de l'automobile et de la chimie, grâce à l'utilisation accès du pétrole et de l'électricité. La troisième, donc fin du XXe siècle, avec le développement de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et puis là, je rebondis en fait sur l'intervention précédente, le concept d'industrie 4.0, aussi appelé industrie du futur ou quatrième révolution industrielle, qui correspond en fait à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. Donc cette nouvelle industrie s'affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion avec les produits et objets du monde réel. Donc j'ai d'ailleurs mis quelques exemples sur la slide suivante. Il y a d'ailleurs des entreprises qui sont labellisées vitrine industrie 4.0. Alors je ne sais pas si c'est le cas de Plastic Omnium, mais c'est un label qui peut être donné à certaines entreprises. C'est très actif dans le domaine, c'est sûr. Et vous avez des images de réalité augmentée, notamment pour les postes. Donc on est complètement aligné sur le fait qu'effectivement les sites de production, l'investissement, il est partout pour permettre d'optimiser un maximum le développement de cette filière et donc beaucoup d'opportunités professionnelles et puis un cadre de travail quand même extrêmement motivant. Dana, je continue à vous laisser la parole parce que en échangeant ensemble sur la préparation de ce webinaire, vous aviez un point d'orgue important sur un projet qui tient à cœur l'ARIA et la région, qui impacte innovation, métier, RH, transformation. Je vous laisse nous en dire plus. Avec plaisir. Donc, en fait, suite à l'arrivée des Gigafactories, dont on évoquait tout à l'heure, sur notre territoire, qui est nouveau d'ailleurs le surnom de Vallée de la Batterie, un collectif de plus de 40 partenaires, donc les 3 Gigafactories, les 3 constructeurs, mais également des organismes de formation, des écoles, ont formé ensemble un collectif en mars 2022, donc il y a un an, afin de préparer le terrain. Donc, un projet sur 2 axes, donc attirer et former. Donc, c'est un dossier a été déposé dans le cadre de l'AMI-CMA, donc l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, donc sur la partie batterie. Donc, le projet est porté par le GIP FCIP et piloté par l'ARIA, et bien sûr soutenu par la région. Le projet est lauréat et a obtenu donc sur un budget global de 25 millions d'euros pour attirer et former plus de 13 000 personnes d'ici 2027. La réunion de lancement aura lieu d'ailleurs la semaine prochaine, le 17 avril. D'accord. Donc un gros projet extrêmement conséquent et source d'emploi et d'accompagnement sur ce dispositif. Ça a été monté depuis combien de temps? La genèse de ce projet à maintenant? Il y a un an. D'accord. Il y a un an, et en fait, le projet a été déposé en juillet. Donc, ça a débuté en mars. Donc, on s'est tous précipités pour déposer en juillet. Et donc, on a eu la notification là en début d'année, donc on était lauréat en fait de l'appel à la manifestation d'intérêt. Parfait. En tout cas, en synthèse sur ce qu'on est en train de voir, c'est effectivement le contexte, l'innovation, l'impact des métiers. On peut imaginer que ça va encore plus s'accélérer. Ça veut dire qu'effectivement, dans la dernière étude Manpower Group, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité pour voir qu'il y a naturellement des métiers, il y a une estimation à peu près en France, 65 000 métiers qui vont peut-être décroître parce que justement l'innovation va aller chercher
des nouveaux postes. Alexandre, quels sont, allez, à 2035, les métiers émergents qui vont arriver? Alors, je sais qu'il y a des tendances, hein, ça peut bouger, mais les grandes lignes des métiers qui vont vraiment pousser très fort en 2035. Donc, j'espère que ma boule de cristal étant un peu en panne aujourd'hui, vous ne me tiendrez pas rigueur si ce n'est pas vrai. Ce que l'on voit clairement aujourd'hui, c'est des besoins dans les différents domaines. C'est-à-dire qu'on va avoir des besoins dans l'électrification. L'électrification, on l'a vu, c'est un élément extrêmement important pour, vu l'évolution du mix de véhicules, on voit bien qu'on a besoin de personnes qui vont travailler soit dans les gigafactories, soit dans les véhicules pour fabriquer de l'électronique de puissance, pour assembler des batteries, pour même réfléchir à de nouveaux procédés qui vont permettre donc d'être encore plus efficaces sur le stockage d'énergie. L'hydrogène, c'est un élément important. Nous sommes très en avance sur le sujet. On voit qu'on est encore au début de l'histoire. Il y a encore beaucoup de développements qui vont être réalisés, beaucoup de nouveaux produits à inventer. On aura besoin de personnes avec des compétences spécifiques dans ce domaine de l'hydrogène. Je parlais dans les tendances d'innovation, la partie logicielle. Alors, lorsque l'on parle de logiciel dans un véhicule, c'est un élément qui permet soit d'être embarqué au sein du véhicule et contrôler son fonctionnement, mais on voit maintenant une passerelle vers l'extérieur du véhicule, avec des véhicules qui sont connectés. Et lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, il y a de l'intelligence artificielle dans nos véhicules au niveau des capteurs qui sont utilisés pour freiner, aider à la conduite, repérer les lignes sur la route. Et on voit que la part d'intelligence artificielle sera de plus en plus importante dans le développement futur. Et on a besoin de développer des services autour de la mobilité parce que les véhicules vont être de plus en plus partagés. Et donc, on a besoin d'applications comme sur son smartphone pour partager ses véhicules. Associé à ça, on a des besoins sur la cybersécurité. Parce qu'en fait, plus on a des véhicules qui sont connectés, plus ils deviennent une cible pour les hackers. Et donc, on a un risque de pénétration dans d'autres systèmes via le véhicule. Et donc, il y a des normes qui sont en cours de déploiement, qui viennent protéger. Donc, je ne voudrais pas faire peur. Les véhicules sont protégés aujourd'hui avec différents niveaux de sécurité, mais on voit un besoin de plus en plus important dans ce domaine-là. Un autre domaine qui est corollaire à ça, c'est tout ce qui est sûreté fonctionnelle. Les véhicules sont des éléments de technologie de plus en plus complexes. On a besoin de s'assurer qu'ils vont fonctionner dans toutes les conditions et surtout qu'il y a des mécanismes de redondance qui vont faire que le véhicule reste sûr, même si une partie d'un système ne fonctionne plus. On voit que ce sont des domaines qui sont difficiles avec très peu de formation et donc on a besoin de personnes dans ces domaines-là. Donc en résumé, des besoins et je n'ai pas parlé aussi de la partie industrielle, comme on a pu le voir. On a besoin de personnes qui sont capables de parler aux machines, de mettre en place de l'automatisation, de développer des nouvelles solutions, de faire aussi de la réalité augmentée. Et donc, on voit qu'on a besoin de différents postes dans tous les domaines. Si je fais un focus sur Plasticomium, excusez-moi pour faire un peu de publicité pour la société, nous avons actuellement 1000 postes ouverts dans le monde entier au niveau du groupe, dans différents domaines, et bien sûr pour venir en renforcer ces nouveaux domaines de technologie qui sont essentiels au développement de la société et plus globalement du secteur automobile et de la mobilité en général. Merci beaucoup Alexandre, parce que ça nous permet d'avoir les tendances et les projections des métiers. Mais je me dis, parlons maintenant, parlons tout de suite, et je me dis tout simplement que Xavier, il y a peut-être justement des besoins qui sont pas 2035, mais qui sont tout de suite et qui sont tout de suite à pourvoir pour développer justement cette filière. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Effectivement, il y a plein de besoins qui sont disponibles actuellement. Il y a de nombreuses opportunités dans le secteur automobile, hein. Quelle que soit votre expérience, votre qualification, votre ancienneté, si j'avais qu'un seul message à vous faire passer, c'est laissez-vous guider par votre envie de mieux connaître ce secteur d'activité qu'est l'automobile.
Connectez-vous à manpower.fr, encore une fois, à l'instant T. À l'heure où on se parle, il y a plus de 2000 postes à pourvoir dans l'industrie automobile, que ce soit chez les constructeurs, chez les sous-traitants, dans l'environnement de l'automobile proche. On vous met à disposition un numéro que je rappelle et qui est dans la page d'accueil du webinaire, donc le 03 61 26 36 60, où vous vous rendez tout simplement dans l'agence Manpower la plus proche de chez vous. Vous vous connectez à la page dédiée au webinaire, vous y retrouverez vraiment toutes les offres d'emploi qui sont accessibles actuellement dans ce secteur automobile, avec également, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, des parcours de formation et des accompagnements qui sont réalisés par nos équipes et au travers de dispositifs de formation pour rejoindre ce secteur automobile. Merci Xavier de cette précision. Je vois que le temps a défilé à une vitesse, le sujet est tellement passionnant. Mais en tout cas, un grand merci à vous trois d'avoir pu échangé des angles complémentaires pour valoriser cette filière qui est en pleine mutation, qui est passionnante. En tout cas, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, il y a des investissements extrêmement forts au niveau des régions, mais il y a des opportunités tout de suite qui sont disponibles pour aider le développement de cette filière. Au-dessus de notre webinaire, vous avez un petit bouton où vous avez une landing page où vous pouvez suivre directement l'ensemble des offres d'emploi qui sont consolidées pour Manpower et pour chez Experts et Cadres au niveau de la filière automobile. Vous pouvez télécharger le nouveau livre blanc que nous avons évoqué sur la mutation de la filière, qui est un livrement passionnant. Le numéro effectivement dédié si vous souhaitez avoir toute information sur la profession, des métiers et des opportunités professionnelles dans ce secteur-là. Un grand merci à tous et à toutes et j'espère et nous espérons tous les quatre que nous avons pu éclairer, vous donner envie de valoriser cette filière qui est passionnée, enfin née de passionnés, qui est passionnante et riche d'opportunités de carrière. Merci beaucoup et à très bientôt, peut-être pour d'autres webinaires sur d'autres typologies de filières. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.